Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécifique puisque, il est dédié aux éditions, Prochain Chapitre. Rappelle-toi, on a fait quelques épisodes, j'ai eu la chance, d'interviewer au total 8 auteurs et aujourd'hui, c'est le tour de Justine avec Assise. Bonjour Justine, Hello Romain, tu vas bien? très bien et toi? Eh ben, je suis trop content d'être, avec toi pour tourner cet épisode, puisque toi également tu vas avoir un ouvrage, qui va bientôt sortir ou qui est déjà peut-être paru puisque, selon quand on va sortir l'épisode, en tout cas c'est prévu pour le 12 mai. On va essayer de tenir la deadline Aïe, aïe, aïe. et donc, ce livre s'intitule «J'ai testé pour vous l'échec entrepreneurial». Sous-titré «Apprenez de mes erreurs pour gagner du temps» et ça tombe bien puisqu'en fait, on va en reparler plus en détail, mais c'est aussi un petit peu l'objet de ton histoire et des enseignements que tu as tirés de ta propre vie. Alors, pour te présenter peut-être rapidement, donc toi justement tu as monté, une entreprise, sur, la mode éco-responsable, donc ça s'appelait L'Étiquette, c'est bien ça? Oui, exactement. Et donc tu as vécu un certain nombre, d'aléas, d'expériences à travers cette entreprise qui a donc fermé au bout de 2 ans et puis donc tu as eu la chance, de vivre d'autres expériences très, très riches, notamment chez Live Mentor pour pas les citer. Mais en tout cas, ça a été une expérience pour toi éprouvante et dans laquelle tu as ressorti beaucoup de choses et je pense c'est ce qui a fait, naître ce livre, mais tu vas nous en parler un peu plus en détail. Alors, peut-être justement cette première question, par rapport à ton cheminement, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé, à ce livre-là et qu'est-ce que tu as voulu mettre dedans? Bah, écoute, c'est assez intéressant parce que j'ai commencé à écrire ce livre pour une raison différente de pour la raison pour laquelle j'ai réussi à le terminer. OK. En fait, j'ai commencé à l'écrire, 2 semaines après la fermeture de l'étiquette. C'est dans un moment où j'allais très mal, où je comprenais pas ce qui se passait, que d'un coup ma mon entreprise n'existait plus et donc j'avais besoin d'extérioriser et donc en fait, je me suis mise à écrire. Sans forcément imaginer que ça allait pouvoir donner un livre à la fin, mais en tout cas, j'écrivais beaucoup et je racontais toutes les erreurs et cetera et ensuite j'ai laissé ça de côté pendant 5 ans, le temps de faire, d'autres expériences professionnelles, ch notamment chez Live Mentor et en fait, j'ai repris, ces ébauches de livres pour en faire un livre, mais cette fois-ci plus pour extérioriser uniquement, mais plutôt pour être utile à d'autres entrepreneurs. Parce qu'en fait, chez Live Mentor, j'ai fait beaucoup d'accompagnement d'entrepreneurs, j'ai, aidé des entrepreneurs à développer leur entreprise et je voyais qu'en fait, on faisait tous les mêmes erreurs et qu'en fait, il y avait beaucoup de choses dans mon histoire qui pouvaient être utiles à d'autres personnes et donc en fait, ce qui m'a animée pour la deuxième partie, la deuxième phase d'écriture, c'est vraiment le besoin d'être utile à d'autres personnes. Mais c'est trop bien parce que tu as réussi en fait, c'est long, hein, il y a des années, 5 ans tu me dis. C'est quand même forcément difficile de se replonger dans ces manuscrits et donc j'ai l'impression que tu me dis 2 temps, première fois peut-être une thérapie, besoin, d'un exutoire en fait, pour, raconter, ce qui se passait vraiment à l'instant. Puis après finalement cette envie, d'aider les autres et de délivrer, cette expérience et donc, à qui s'adresse ce livre finalement? Parce que moi quand j'ai lu un petit peu le pitch, je me suis dit: «Il y a quand même, tout un tas de personnes, salariées qui se lancent dans l'entrepreneuriat». Tu as à l'inverse tous ceux qui sont déjà dedans et qui vivent les choses. À quel public est destiné, l'ouvrage? Bah, écoute, je pense qu'il est en premier lieu dédié aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui sont dans leurs premières années d'activité, peut-être 2, 3 ans, même dès les premiers mois et qui, en fait, vont pouvoir gagner beaucoup de temps à la lecture de ce bouquin-là. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites qui sont vraiment des «erreurs de débutants» entre guillemets. Mmh. Si quand on est entrepreneur, on apprend toute sa vie et finalement on reste un peu débutant, jusqu'au bout. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment les premières personnes à qui ça va être utile et dans les relecteurs, relectrices à qui j'ai fait relire, il y avait beaucoup de ces personnes-là qui m'ont dit: «Ouais, ça m'a vraiment fait gagner un temps fou, j'ai réfléchi sur beaucoup de choses, les exercices m'ont vraiment aidé et cetera». Ensuite, ça va aussi aider les personnes qui sont aujourd'hui, CEO, DG, COO dans des boîtes et qui en fait, vont pouvoir se remémorer les débuts. Ça a fait beaucoup rigoler, quelques personnes à qui j'ai fait relire qui justement étaient à un stade beaucoup plus avancé et qui aujourd'hui étaient à la tête d'entreprises, qui fonctionnent et qui me mettaient des commentaires, «Oh là, je me reconnais trop, c'était vraiment trop ça» et cetera. Et enfin, je pense que ça va aider, aussi les personnes qui ont planté leur boîte, parce que dedans, je raconte véritablement, le côté émotionnel, comment ça s'est passé pour moi et je pense que ça va aider aussi, à ces personnes-là à se sentir moins seules, face à ce deuil finalement de planter une boîte et de voir un peu, bah, tout ce qu'on a construit s'écrouler en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà, donc je pense que ça peut aider ces 3 types de personnes.
En fait, c'est hyper intéressant parce que, bah, déjà, ça s'adresse à un public très large finalement et en fait, ce que je comprends aussi, c'est que tu peux même le lire plusieurs fois à des étapes différentes de ta vie. C'est-à-dire que, bah, comme tu dis, tu le lances, après, tu as le pendant et puis tu as aussi à la fin, peu importe l'issue où, bah, il peut être utile soit pour passer une étape, soit pour te féliciter aussi de ce que tu as accompli donc franchement, tu l'as bien, teasé. Hem et du coup, juste pour, nous mettre un petit peu plus l'eau à la bouche, c'est quoi? J'ai l'impression, il y a la frontière entre, guide pratique et quelque part autobiographie. Tu vas me dire peut-être les 2. Bah, c'est un petit peu ça. En fait, c'est rigolo parce que j'ai vraiment vu la différence, entre le moment où j'ai commencé à écrire, donc directement après la fermeture, où c'était pour le coup beaucoup plus autobiographique Mmh. et là, la phase de réécriture, du manuscrit qui est beaucoup plus, orientée guide et en fait, ça au final, le produit final, fait un mix des 2. Dans le sens où j'ai mis mon histoire parce que, ben, je raconte véritablement les coulisses de tout ce qu'on a fait, de mal avec mon associé et en fait, je prends du recul sur ce qu'on a fait, j'analyse les erreurs qu'on a commises au fur et à mesure et ensuite je viens donner des conseils sur, bah, concrètement comment ça peut s'appliquer à différents types de business. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous, si vous êtes dans la même situation et cetera et cetera. Donc c'est un peu un produit, hybride. Et c'est plutôt un anti-guide où justement tu dis ce qu'il ne faut pas faire ou tu mais est-ce qu'on arrive quand même à tirer ce qu'il faut faire, des enseignements? Oui, 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 clairement, parce qu'ensuite, du coup, après avoir planté ma boîte, bah, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, donc une centaine d'entrepreneurs, notamment chez Live Mentor et même aujourd'hui encore, je continue d'accompagner, des entrepreneurs, et des assopreneurs, des personnes qui, entreprennent via des assos et donc oui, aujourd'hui, je vois un peu plus ce qu'il faut faire, Mmh. heureusement, mais oui, en tout cas, on en tire des enseignements à appliquer dans son quotidien. Mmh. Trop bien. Et alors du coup, pareil, sans raconter tout l'ouvrage et nous dévoiler tous tes, secrets, est-ce que tu peux nous donner, pour les entrepreneurs, qui nous écoutent, quelques, bons conseils ou du coup, conseils de choses qu'il ne faut justement pas faire, Bah, je pense qu'un des conseils, les plus importants quand on démarre, ça va être de véritablement s'assurer qu'on résout un problème, un véritable problème. Moi, une des erreurs que j'ai faites avec l'étiquette, c'est que en fait, je me suis beaucoup accrochée à l'idée. J'avais une idée de lancer une boutique en ligne de mode éco-responsable et donc en fait, j'ai fabriqué un problème autour de ce concept-là, alors qu'en réalité, je ne résolvais pas un véritable problème. C'était enfin, le jour où mon site a fermé, il y a pas eu d'émeutes dans les rues. Personne, enfin, bon, il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a pas eu un gros, «Oh là là, ça va nous manquer, comment est-ce qu'on va faire?» et cetera. Non, il y a rien eu de tout ça. Alors qu'aujourd'hui, si un produit ou un service véritablement utile disparaît, ça va faire du bruit et donc D'accord. il faut vraiment s'assurer de résoudre un véritable problème et ensuite, plutôt pour, ce qu'il faudrait faire, je pense qu'il faut rester dans l'action, mais s'assurer au quotidien qu'on challenge sa to-do list et qu'on ne laisse pas sa to-do list s'installer dans un espèce de confort de, «Bon, bah, voilà, c'est là les 10 éléments qui sont marqués pour cette semaine, donc je vais continuer à les faire». Mais vraiment chaque jour, se poser la question: «Est-ce que cet élément mérite encore d'être dans ma to-do list ou pas? Est-ce que je passe actuellement mon temps au bon endroit ou pas?» Et ça va venir, toucher plusieurs éléments. La partie procrastination, on a tendance à laisser de côté les éléments qui sont vraiment, très, très importants et la partie un peu, bon élève, donc on veut terminer son projet, il y a quelque chose qui est important enfin qui en tout cas est sur la to do list depuis un moment, donc on va aller au bout. Alors qu'en fait, peut-être que ça mérite juste plus du tout d'être sur la to do list et qu'en Mmh. fait, il faudrait mieux abandonner ce projet-là. Ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis, c'est un peu le côté, efficience de l'entrepreneur finalement, d'aller, passer allouer son temps à des choses qui vont avoir une vraie plus-value pour la boîte et dans son développement et hem Et donc pour rebondir, sur le point 1, donc tu disais, tester, itérer, mais c'est quoi en fait? C'est de se dire on se fait une idéation peut-être, d'un produit par rapport à des convictions qu'on porte mais c'est quoi si tu avais un conseil pragmatique, c'est d'aller le tester, justement, auprès des gens, faire des micro-trottoirs, faire des questionnaires, tu le mettrais comment en pratique ça, ce côté challengeant de l'idée? En fait, je pense qu'il faut poser la question très rapidement à des personnes: «Est-ce que vous achèteriez?» et en fait leur faire sortir leur carte bleue. C'est vraiment un test D'accord. qui est super important à ChatGPT. faire et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment parce que moi j'ai posé la question, au début. Est-ce Mmh. que, enfin, j'ai fini par la poser parce qu'au début je la posais pas et au bout d'un moment j'ai fini par, poser: «Est-ce que tu achèterais?» mais en fait à aucun moment j'ai proposé à quelqu'un: «Bah, tiens là, je te sors une carte cadeau, est-ce que tu mets 10 euros.
et je pense que ce test-là m'aurait fait réaliser extrêmement rapidement qu'en fait, personne n'en avait rien à faire de ce Mmh. projet-là. Et ça peut paraître, impossible de faire payer pour quelque chose qui n'est pas encore, créé ou, un produit qui n'est pas encore fini, mais c'est un excellent test, et c'est des choses que des entrepreneurs ont fait. Par exemple, Fempo qui s'est lancé sur les culottes de règles, ça a été une des premières entreprises de culottes de règles en France et ben, en fait, elles ont eu besoin de faire tester leurs culottes de règles parce que, bah, quand on est 2 cofondatrices, en fait, le temps qu'on ait ces règles assez longtemps pour tester les culottes, véritablement, ça peut prendre des années. Donc en fait, elles ont vraiment réuni, un gros pool de femmes, en leur disant: «Bon, testez, mais par contre, elles ont fait payer ce prototype» et donc OK, elles l'ont pas fait payer cher parce qu'elles l'avaient cousu à la main, enfin voilà, on n'était pas sur un produit tout à fait fini, mais par contre, elles l'ont quand même fait payer et en fait, ça a permis d'avoir déjà de vérifier qu'il y avait un véritable marché, qu'il y avait un intérêt pour, acheter ce type de produit et ensuite d'avoir des retours, vraiment très, sincères. Parce que quand on a eu quelque chose de gratuit, même si on est, plein de bonne volonté, en fait, on peut avoir aussi tendance à, minimiser les retours clients qu'on peut avoir. Alors qu'en fait, à partir du moment où on a sorti sa carte bleue, même si c'était que 10 €, on va être très, très, très sincère. Bah, c'est hyper smart comme truc, en fait, parce que tu as du coup des clientes réellement engagées, je suppose avec des tarifications peut-être avantageuses au départ, mais tu construis finalement, en co-construction ta marque, plein de choses, ton produit et puis, bah, à la sortie de la phase d'incubation, si j'ose dire, tu as des vraies clientes pour le coup qui vont continuer à te suivre et voire même être peut-être ambassadrices, tout ça Exactement. donc hyper intelligent. Une question que je voulais te poser aussi, il y a plein de personnes qui, veulent se lancer, qui se sont déjà lancées, mais qui sont un peu paralysées par la peur, alors ça peut être des peurs différentes, hein, d'agir, syndrome de l'imposteur, regard des autres et cetera. Qu'est-ce que toi tu pourrais, conseiller à ces personnes-là dans le cadre de l'entrepreneuriat? Ouais, et bah, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant et que moi-même j'ai expérimenté. En fait, quand on est entrepreneur, souvent, on va avoir tendance à procrastiner Mmh. les tâches qui nous font peur et en fait, les tâches que l'on procrastine, c'est pas un signal qu'on est mal organisé, on n'a vraiment pas besoin de conseils productivité à ce moment-là. On a besoin d'un déblocage sur qu'est-ce qui nous fait peur dans la tâche qu'on est en train de réaliser et ça, c'est un exercice que, Tim Ferriss a débloqué et du coup que je détaille, dans le livre où en fait on va aller, chercher à déterrer vraiment ce qu'il y a derrière nos peurs. Donc on va regarder le scénario cauchemar, qu'est-ce qui se passe si tout va mal? On va essayer de trouver des solutions à mettre en place dès maintenant pour éviter que les scénarios cauchemars se produisent. On va ensuite, regarder ce qu'on peut faire si jamais le scénario cauchemar se produit. Comment est-ce qu'on peut réparer, heu, le scénario et donc déjà, rien qu'en ayant tout ce plan-là, ça fait beaucoup redescendre la tension de se dire: «Bon, Mmh. OK, en fait, j'ai des solutions à mettre en place dès maintenant, puis, si jamais ça se passe, bah, en fait, j'ai des choses pour venir contrer». Ensuite, on va détailler le scénario de rêve. Donc, qu'est-ce qui se passe si tout va bien? Parce que ça, c'est un peu la boussole et c'est un peu ce qu'on a tendance à oublier dans son quotidien, d'entrepreneur. Et ensuite, la dernière partie de l'exercice qui est ultra puissante, on va regarder le coût de l'inaction. Donc, parce que quand on procrastine, on a juste l'impression qu'on perd un jour, 2 jours, 3 jours, mais qu'on reste dans le statu quo. Genre, il se passe rien, mais c'est OK. Alors qu'en fait, si je ne fais rien dans un mois, qu'est-ce qui se passe? Si je ne vais pas, je ne sors pas mon téléphone, je ne démarche pas les clients, je n'envoie pas de messages, de prospection, je ne communique pas sur les réseaux sociaux. Dans un mois, qu'est-ce qui se passe? Dans 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Dans un an, 2 ans, 3 ans? Et en fait, on va aller chercher tous les coûts, de type c'est pas que les coûts financiers, ça peut être les coûts en termes d'estime de soi, en termes de comment on se sent dans son moral et cetera. Et en fait, on voit que plus on avance dans les coûts irrécupérables, plus ces scénarios-là sont vraiment pires que le scénario cauchemar initial et en fait, ça donne un bon coup de pied aux fesses pour se mettre, en action. Ouais, ouais, trop bien, tu as mis la lumière sur quelque chose là, parce que en fait, ça fait penser un peu coup direct, indirect finalement, des coups cachés comme tu dis et oui, j'avais pas pensé à c'est vrai cette espèce d'inertie, tu prends une décision à l'instant T, mais elle va potentiellement, mettre du temps à s'effacer quoi. OK. Complètement. Et donc du coup, donc il y a des périodes de peur et aussi des périodes de down. À l'inverse, je suppose qu'il y a des périodes d'euphorie, de up. Comment, d'après toi, on gère, plus facilement ces espèces de montagnes russes? Ouais, bah, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on n'a pas le confort de bon, si on a un jour où on est un peu down, on peut, tranquillement, poser un jour de congé ou ne rien faire et ça va bien se passer. En fait, quand on est entrepreneur, on est vraiment responsable de sa to do, de A à Z et donc un élément qui va être super important, c'est de se connaître soi-même et de gérer son énergie,
pour s'assurer que tous les jours, on avance dans la bonne direction, quel que soit son état mental. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée, moi, les derniers mois, Mmh. parce que, bah, écrire ce livre, apparemment, ça m'a chamboulée. Du coup, j'ai eu des périodes de up and down vraiment, beaucoup plus régulièrement que d'habitude. Et en fait, j'ai fait le point avec moi-même et je me suis dit: «Bon, tous les jours, tu vas faire au moins une action qui est importante pour ce projet-là. Une seule. Ça peut être vraiment une seule, mais par contre, il faut en faire une tous les jours». Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée, parce que, bah, à la fin de la semaine, du coup, j'avais fait au moins 7 choses, alors que si j'étais restée en down tout le temps, peut-être qu'à la fin de la semaine, j'aurais fait une chose ou 2 choses. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a maintenue en mouvement. Après, si vous avez l'énergie, bah, vous pouvez complètement faire 2 choses, 3 choses. Enfin, moi, il m'arrive de faire 10 choses pour le projet dans une journée où je pensais que j'allais en faire qu'une seule. Mais en tout cas, même les journées où ça va pas, on essaye d'en faire une. Trop bien. Oui, c'est un peu la stratégie des petits pas, des 2 voilà, vaut mieux, compartimenter, mais au moins on fait, quoi. On est encore dans l'action, tu l'as répété déjà pas mal de fois. Hem, Moi, j'ai une petite question, pour de curiosité. Tu as vécu ça, en fait, ce côté entrepreneurial. Tu as vécu, du coup, la partie, un peu plus salariale. Alors même si à travers le livre et cetera, tu reviens quelque part une aventure, tu n'as pas eu cette envie ou tu ne reprends pas cette envie de relancer un projet et de repartir dans cette dynamique? Ben, je sais pas. En fait, c'est assez particulier parce que là, je suis dans un moment de vie qui est un peu bizarre, Mmh. au sens où j'ai un peu planté ma carrière. En fait, j'ai suivi mon mari, qui est allemand, donc on habite à Munich. Et donc en fait, à Munich, j'ai pas, les mêmes opportunités professionnelles que ce que j'ai en France. Et en même temps, en France, il y a, bon, un recul du télétravail et tout ça. Donc ce qui fait que là, c'est un peu un moment de flottement. Et donc en fait, oui, la question peut se poser de relancer quelque chose. Hem, je sais pas. En fait, c'est tellement le flou OK, non mais que super, c'était, je pense j'aurais pu avoir une exclue, mais non, non. c'est en réflexion en tout cas, trop bien. Bah, c'est Ouais. vrai qu'on se dit voilà, quand on a goûté, c'est vrai que comme tu dis, les montagnes russes, on a eu l'adrénaline, on est piqué et donc c'est vrai que, voilà, toi qui as connu les 2 de me dire: «Bah, peut-être, non, le salarié en fait, j'ai retrouvé des choses que je n'avais pas» ou à l'inverse, il y a trop de choses qui m'ont manqué, en Bah, suspens encore à sous-peser, on va dire. ouais, en fait, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu dans la partie entrepreneuriat, c'était la liberté, Mmh. notamment la liberté de mouvement, parce que vraiment, j'étais libre d'aller où je voulais, quand je voulais. Mais pour le coup, c'est quelque chose que j'ai aussi eu dans le salariat, parce que c'était dans les années Covid, et aussi parce que ma boîte était très flexible, et que en fait, j'avais cette liberté de mouvement. Donc, en plus, j'avais des congés payés et j'avais une mutuelle payée. Enfin, ça, c'est quand même assez incroyable. On est dans le système. En France, enfin, on critique beaucoup le salariat, mais en fait, je pense que c'est pas juste d'opposer les 2 statuts, Bien sûr. dans le sens où, en fait, peu importe le statut, tant que ce qu'on fait tous les jours nous plaît et nous anime au quotidien. Et bah, moi, j'ai eu des années où je me suis éclatée, en tant que salariée. Et l'entrepreneuriat, ça a quand même ce défaut majeur, en tout cas pour moi, de tu sais jamais où tu vas. Tu sais jamais si tu vas facturer aussi bien, le mois prochain que ce que tu as fait ce mois-ci. Et je me souviens des années covid, c'était mes années où j'étais, bah, freelance, du coup, et j'ai fait mes meilleures facturations pendant les mois de covid. Et pourtant j'étais paniquée parce qu'en fait, je voyais tous mes potes freelance qui tombaient à zéro du jour au lendemain. Et même si moi, je facturais comme une folle, en fait, je j'osais même plus m'arrêter parce que dès que je prenais une semaine de vacances, d'un coup, je perdais 2 000 € sur ma facturation. Mmh. Et donc en fait, c'était difficile, c'était plus difficile moralement, cette partie-là freelance. Après, c'était beaucoup lié au covid et tout ça, mais en tout cas, j'ai bien aimé, avoir les 2 en parallèle, donc être salarié, mais aussi conserver certains clients et poser des vacances pour aller, faire des missions freelance. Ça, j'aime bien. Ouais, je pense que c'est pas offert à tout le monde en tant qu'entrepreneur de savoir déclipser un certain nombre de compétences ou même d'agilité, de lâcher prise, Mmh. de à la fois, mettre des coups de niaque quand on doit aller chercher et cetera. C'est vrai que c'est pas évident. Tu évoquais aussi sur, l'épreuve finalement qu'est d'écrire un livre, hein, c'est vraiment un parcours si j'ose dire. Avec toi, tu as eu particulièrement des phases, éprouvantes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment ça s'est passé et tes retours d'expérience finalement? Ouais, bah, en fait, c'est assez marrant parce que moi, j'avais jamais réussi à terminer un manuscrit. Donc déjà, quand je l'ai terminé, j'étais, bah, très contente, Mmh. et en même temps, je m'attendais à être beaucoup plus contente que ça. Enfin, vraiment, là, j'étais seule devant mon ordi et j'ai écrit le dernier mot. Je suis là: «Bon, bah, je vais aller déjeuner». Voilà, ça a pas fait un grand chamboulement dans ma vie, mais par contre, ce qui a été, vraiment une période, beh, là, dans laquelle je suis encore un peu, ça a été la phase de réécriture. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, ça a duré 2 semaines. J'ai eu l'impression que ça a duré 6 mois. Chaque jour était
une montagne russe à elle toute seule. C'était très, très particulier. Parce que j'étais pas habituée à ce que quelqu'un relise et réécrive ce que moi j'avais écrit, du coup, qui est le travail d'un éditeur, en fait et donc qu'Isabelle, chez les éditions, Prochain Chapitre a fait et donc en fait, quand j'ouvrais mon ordi et que je voyais des mots qui n'étaient pas les miens, je pensais que j'allais pas les reconnaître parce que sur 200 pages, voilà et en fait, premier mot, je fais: «Ah, c'est pas moi!» Mmh. donc déjà, j'ai eu du mal à m'y mettre, pour cette raison-là et en fait, ensuite, mais je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je j'ai jamais travaillé comme ça de toute ma vie et là, je me réveillais la nuit avec de l'inspiration. Du coup, j'allais écrire alors qu'il était 2 heures du matin et du coup, après, je retournais me coucher, puis peut-être j'arrivais à dormir, peut-être pas. Du coup, j'y retournais. Enfin et en fait, j'ai beaucoup travaillé la nuit, ce qui est pas du tout mon mode de fonctionnement habituel. Moi, j'aime bien Non, là, je travailler la j'imagine que journée. tu pas réglé comme ça. Pas du tout et donc en fait, là, le livre n'est pas encore parti en impression. Il reste des mini choses à faire et j'ai l'impression que cette période n'en finit pas et du coup, ouais, là, je pensais que la partie la plus difficile, c'était de terminer un manuscrit. Pas du tout, pas du tout. Donc bon, on Je verra. comprends que le dernier kilomètre peut, voilà, peut être difficile. Ouais. En tout cas, bravo à toi parce que, bah, tu arrives au bout, même s'il y aura Merci. d'autres étapes et Je touche les cetera, braises ouais. chaudes. Franchement, Filmer, c'est pas grave. c'est super et juste alors pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, c'est quoi la réécriture? C'est autre chose que la correction? C'est-à-dire que toi, tu fais un premier jeu, c'est quoi un petit peu les phases qu'il faut connaître? Ouais, bah, en fait, donc tu as la partie où toi tu écris et après moi j'ai eu la chance de signer mon contrat d'édition avant d'avoir terminé l'écriture. Donc en fait, normalement, ça se pa enfin tu écris ton manuscrit et ensuite, tu l'envoies à ta maison d'édition et on voit s'ils t'acceptent ou pas. Mmh. Moi j'ai signé avant, donc du coup j'ai pas eu cette partie-là de devoir démarcher des maisons d'édition et donc en fait Isabelle a reçu mon manuscrit. Je me disais: «C'est bon, c'est fini». Je suis tranquille, j'ai Pas du tout, délivré. pas du tout et donc en fait, elle a corrigé, réécrit, fait des suggestions et cetera et donc elle m'a renvoyé et là, il fallait que moi je repasse par-dessus et que je fasse des corrections et bah, qu'en fait je livre vraiment le manuscrit final à ce moment-là. Donc corriger chaque mot, chaque virgule et cetera et ouais, bah, je me souviens le dernier jour, je pense que j'ai passé 4 heures sur le même paragraphe. J'y arrivais pas, je l'ai mis dans l'IA, mais j'étais pas du tout contente et du coup, bah, moi, j'ai pas du tout, écrit avec l'IA, donc c'est pas étonnant que je sois pas contente de ce résultat-là et j'ai appelé mes parents toutes les 5 minutes sur: «Mais ce mot, ça va pas, ce mot, ça va pas» et voilà et vraiment j'ai passé 4 heures sur le même truc, voilà. Bah, c'est ouais, c'est un vrai exercice stylistique, en fait. Après, comme tu dis, on peut s'arrêter sur chaque mot parce que chaque mot et ça la puissance de la langue française, a une signification, a un impact et quand on veut bien faire, je pense, effectivement, on peut se soucier, de beaucoup de détails, quoi et donc si j'ai bien compris, donc tu fais ton premier jet, la maison d'édition, donc en l'occurrence Isabelle, regarde, mais la version qu'elle te renvoie, forcément, elle a déjà apporté des corrections. Donc tu as aussi, ce côté, j'avais l'impression aussi, de que ça t'appartenait peut-être plus, tu eu ça a eu du mal à repartir là-dessus, en fait? Ouais, complètement et parce qu'en fait, après je pense que là on n'a pas été aidés par le fait que ma première partie, ça a été la partie sur laquelle on a eu le plus de mal. En tout cas, moi, j'ai eu le plus de mal à l'écrire, parce que je voulais pas du tout rentrer dans le truc dev perso, et tout ça, enfin, vraiment pas. Mais en fait, Mmh. la première partie, elle est sur le mindset et du coup, j'ai vraiment voulu aider avec ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai testé, ce qui a marché pour moi et cetera, mais sans que ce soit un truc de gourou ou quoi, parce que, bah, je suis pas coach professionnel déjà et j'ai pas du tout l'ambition de devenir, gourou et donc en fait, cette première partie-là, comme je savais pas exactement comment la traiter, ça a été une partie sur laquelle on a fait beaucoup de ping-pong et où en fait il y a eu beaucoup plus de réécriture sur cette partie que sur les parties suivantes et donc en fait, ce que j'ai fini par faire, c'est laisser de côté l'intro et la première partie, lire et corriger tout le reste et du coup, j'ai gardé, l'intro et la première partie pour la fin, une fois que j'étais un peu plus habituée au processus de correction. Trop bien, ouais, en fait, faut le début parfois n'est pas celui du bouquin, mais voilà, faut gérer les étapes comme on le sent. Est-ce qu'il y a eu d'autres sujets? Est-ce que finalement tu as plein d'autres étapes? Tu me parlais, en off de la le choix de la couverture de la page de garde. Je suppose le titre aussi a peut-être été un combat. Est-ce que tu as envie de revenir sur un des éléments peut-être? Ouais, complètement. Bah, là, on est, en ce moment même encore dans les discussions sur la couverture donc OK, là, j'ai pas de couverture encore alors que ça part dans 10 jours. Donc du coup, bah, j'espère que ce sera joli, on ne sait pas et ensuite le titre, en fait, moi j'avais un titre que j'aimais beaucoup, mais que j'ai pas pu utiliser parce qu'il y avait d'autres bouquins qui s'appelaient quasiment pareil et donc en fait, ça ne marchait pas. Donc là, je suis partie dans tous les sens. Moi, j'ai beaucoup d'humour et j'ai beaucoup un humour assez noir et j'aime bien, l'ironie, j'aime bien faire du sarcasme et tout ça et donc en fait, j'envoyais des trucs à Isabelle mais qui étaient complètement, tarabiscotés dans tous les sens, c'était très,
Ouais, très humour noir, genre, «Plantez votre boîte», crash entrepreneurial, enfin vraiment je Truc très, carton. très marqué. C'est ça et Isabelle était là: «Mais non, mais tu peux pas me mettre du négatif partout, ça ne marche pas. Ton titre ne peut pas être négatif, en même temps que ton sous-titre, en même temps que ta couverture, enfin non, ça ne marche pas». Et en fait, j'ai fini par faire des publicités Facebook avec les enfin Meta du coup maintenant on dit, avec les différentes options que j'avais et j'ai mis du budget, le même budget, le même texte partout sauf le titre et j'ai regardé ce qui prenait et donc en fait, c'est comme ça que qu'a Ouais, c'est émergé ce titre-là hyper intelligent, ouais. parce qu'en fait et c'est un peu, ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie problème, il faut que ça parle au client et cetera. En fait, peu importe que le titre, je l'aime ou pas, ce qui est important, c'est que les gens s'identifient ou non, mais en tout cas qu'ils achètent en fonction de est-ce que ça leur parle, est-ce que ça leur parle pas et voilà et du coup, bah, c'est ce titre-là qui a gagné. Trop chouette. En fait, la boucle est bouclée par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette fois-ci, tu n'as pas fait l'erreur, tu as testé et challengé ton produit et tu le fais très bien. Je vois tes posts sur LinkedIn, je trouve que tu mets, beaucoup ta communauté, dans la co-construction et c'est super chouette parce qu'encore une fois, c'est un produit qui va être partagé, quoi. Ça m'intéressait également de savoir, c'est, ton livre finalement, tu aurais pu te dire, «Je vais dans une grande maison d'édition, je vais l'auto-publier». Finalement, tu as rencontré, maison, des éditions pardon, Prochain Chapitre. Pourquoi tu es parti, sur cette solution? Bah, en fait, c'est marrant parce que j'y avais pas du tout retouché pendant 5 ans, ce bouquin Mmh. et en fait, comme je cherchais du travail à Munich, à l'époque, bah, je regardais beaucoup LinkedIn Mmh. et d'un coup, je vois passer, Isabelle Rochard sur LinkedIn, qui a l'air de publier des trucs assez cool, qui a l'air de monter une maison d'édition, tout ça. Je me mets à lire ses posts et en fait, je vois que mon bouquin rentre exactement dans cette thématique, en tout cas mon projet de bouquin que j'avais, à l'époque et donc du coup, je lui envoie un message sur LinkedIn, mais vraiment basique, hein, genre, «Coucou, écoute, j'ai un brouillon de manuscrit, qui dort dans mes tiroirs, je pense que ça pourrait être, intéressant pour toi, voilà». On cale un call et c'est marrant parce que pendant le call, elle me dit: «Mais Justine, tu le vends beaucoup mieux en live qu'en par écrit». Et en fait, Mmh. par écrit, j'avais limite pas envie de te répondre. Je me disais: «Mais qu'est-ce qu'elle vient Avec toute faire la là?» la sincérité qu'on connaît d'Isabelle. C'est ça. Et donc en fait vraiment, elle a beaucoup aimé le concept et elle m'a dit: «Bah, go, on y va» et donc en fait, j'ai ressorti mais c'est marrant parce que vraiment quand je lui ai écrit, j'avais même pas relu ce que j'avais écrit de l'époque, quoi. C'était vraiment juste un message LinkedIn et donc en fait, là, je me suis remise dans les écrits, je me suis remise dans: «Bon, il faut un plan maintenant» et cetera et donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait, un peu par hasard. Bah, que j'ai l'impression comme souvent, mais belle histoire aussi. C'est assez intéressant toujours de voir les rencontres, le cheminement et parfois ça tient un peu de choses finalement. OK et alors peut-être, question de la fin, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous écoutent qui ont ce rêve caché de vivre cette aventure, de créer, d'écrire, de rédiger un ouvrage. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, à ces personnes? Et ben, je pense que ça va rejoindre le conseil que j'ai donné tout à l'heure qui est: il faut rester dans l'action et en fait, il faut se connaître sur qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que pour vous, gérer enfin, quand vous lancez des projets et vous pouvez regarder ce qui se passe dans votre vie professionnelle, cadrée, genre salarié et tout ça. Quels sont les projets vers lesquels vous allez? Est-ce que c'est plutôt des projets courts, des projets longs? Et moi, je sais que je déteste les projets longs. Genre vraiment, quand c'est des projets qui prennent plus de 3 mois, j'en peux plus, on tourne en rond, ça me saoule et cetera. J'ai besoin de temps court et donc en fait, ma phase d'écriture, je l'ai conçue comme ça pour qu'elle aille à mon fonctionnement et en fait, je l'ai étalée sur 6 semaines et au début, je l'avais étalée sur 4 semaines, sauf que, bah, j'avais pas anticipé que j'allais avoir vraiment des moments de très down au milieu et donc au final, il y a 2 semaines, pendant lesquelles j'ai quasiment pas écrit. Une semaine parce que j'étais en déplacement et j'arrivais pas et une autre semaine parce que vraiment j'étais en PLS complète et en fait, je me suis mise, des objectifs journaliers d'écrire, 1 700 mots par jour, donc ça représente quoi? 2 pages de Word à peu près, hem et en fait, j'ai tenu ça. Il y avait des jours où j'écrivais 4 000 mots, des jours où j'écrivais 700, mais bon, voilà, on est dans l'action tous les jours, un peu et on essaye et il y a eu des jours, j'ai écrit une phrase et bah, c'est pas grave, ça compte quand même. Je fais beaucoup de siestes et en fait, je pense qu'il faut vraiment se connaître et créer un système qui nous convient, qui ne nous mette pas en difficulté, parce qu'en fait, c'est marrant parce que moi, j'avais déjà essayé d'écrire des livres, j'avais jamais réussi et maintenant que j'ai réussi à en écrire un, je me dis: «OK, en fait, c'est faisable en 6 semaines apparemment». C'est un peu biaisé parce que j'avais beaucoup de choses que j'avais déjà écrites 5 ans auparavant et donc j'ai pu réutiliser, les éléments que j'avais écrits et j'avais passé pas mal de temps à retravailler mon plan pour que le plan me permette ensuite de dérouler rapidement l'écriture.
Mais voilà, en tout cas, on reste dans l'action un petit peu chaque jour et on construit un système qui va à notre fonctionnement. Méthodo et discipline, j'ai l'impression. Mais écoute, merci beaucoup Justine. Franchement, c'était très appréciable parce que en fait, tu délivres avec, beaucoup de transparence, en fait, comme quoi il y a des périodes où on n'y arrive pas, où c'est plus dur et je pense que c'est un vrai retour que, bah, des personnes vont pouvoir, se servir pour, à l'inverse réussir et aller plus vite. Donc merci beaucoup, pour tous ces mots. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent d'ailleurs, Justine Abécassis, retenez le, nom et puis la date de sortie le 12 mai, donc j'ai testé pour vous l'échec entrepreneurial. Je regarde mes notes pour être très précis. Voilà, disponible dans votre librairie préférée et puis partout où c'est possible sur internet. On mettra les liens, dans l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et à très vite.